Est-ce que c'est si grave de parler de nombre de joueurs plutôt que de nombre de ventes? Bon, à la base, ça devait être un short. J'avais prévu que ça boucle et tout, puis en l'écrivant, c'est devenu un peu plus long, donc je me suis dit qu'on allait en faire une petite vidéo. Suite à la sortie récente de Assassin's Creed Shadows, que j'ai pu tester et que j'apprécie beaucoup, malgré de très nombreux défauts, on a beaucoup vu sur Twitter des débats remonter sur le fait qu'Ubisoft partageait le nombre de joueurs et non plus le nombre de ventes. C'est un sujet qui revient assez régulièrement depuis quelques années, en particulier depuis l'expansion du service d'abonnement Game Pass de Microsoft, où Microsoft a commencé à bloquer les informations et à ne plus vraiment partager leur nombre de ventes, mais plutôt partager leur nombre d'abonnés ou leur nombre de joueurs qui ont touché à tel ou tel jeu. Bon, on trouve souvent des commentaires de gens qui pensent que c'est mensonger, que c'est pour faire une belle image, mais que c'est pas forcément très pertinent de parler en nombre de joueurs, puisque ça inclut les joueurs qui jouent par abonnement, et donc ils rapportent pas exactement la même chose au studio que de vendre un jeu plein pot. Loin d'avoir une vérité, j'ai un avis sur le sujet, et j'y ai pas mal réfléchi vu que le débat tournait sur Twitter, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de poser la discussion ici, et de pouvoir réfléchir autour de ça. Pas de haine bien sûr, on discute simplement du sujet, on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc comme on le disait, ces débats sont apparus depuis l'arrivée à peu près du Game Pass de Xbox et le blocage d'informations de la part de la société américaine. Le peu d'informations sur les performances qui nous arrivent sont souvent des performances de nombre d'abonnés ou de nombre de joueurs qui ont au moins lancé le jeu, c'est-à-dire à minima, je sais pas quel est le barème, mais à minima 30 secondes. Ce à quoi les joueurs, ou du moins les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là sur Twitter, avancent souvent plusieurs arguments qui sont entendables. Ce sont pas des ventes, ça leur apporte pas la même somme d'argent, les taux de complétion sont bas, on l'a vu notamment avec Hellblade 2, donc les joueurs sont pas engagés parce qu'ils n'ont pas payé le jeu, ou encore, on essaye de nous faire croire à un faux succès avec son nombre de joueurs, mais ça ne se reflète pas dans le nombre de ventes. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est des arguments qui sont loin d'être irrecevables, et c'est effectivement des questions qu'on s'est un peu tous posées, que ce soit les joueurs ou la presse, à l'arrivée de tous ces services d'abonnement. Mais après plusieurs années, le discours populaire sur internet ne change pas trop quand l'industrie, elle, a évolué et a continué de ramener ses services d'abonnement et de s'enfoncer sur cette voie. Une fois de plus, ce que je dis, c'est mon avis, et ça n'a pas forcément valeur de vérité, mais de mon côté, je pense y voir un peu plus clair, et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler et de tirer quelques chiffres de ça également. Pourquoi conserver ces systèmes d'abonnement si d'après certains joueurs, c'est du business à perte, et pourquoi commencer à s'intéresser un peu plus au nombre de joueurs qu'au nombre de ventes? Les temps évoluent et les statistiques qui les accompagnent se doivent d'évoluer avec pour rester pertinentes. Et dans une industrie où les éditeurs et les constructeurs commencent à axer leur stratégie de plus en plus sur des formules d'abonnement, c'est intéressant de se pencher dessus. Bien sûr, on a Xbox avec le Game Pass en tête, et PlayStation qui propose un service plus ou moins similaire avec un peu moins d'avantages dans la mise en place des jeux Day One, mais on a aussi des éditeurs, justement Ubisoft qui va nous intéresser avec le service Ubisoft Plus, ou EA avec le service EA Play. On pourrait parler de Nintendo qui a un service qui commence à se rapprocher, mais c'est un peu différent. De mon point de vue, Nintendo essaie surtout de rentabiliser la nostalgie, et c'est un peu un autre sujet, donc peut-être qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que les chiffres, ils sont là. En 2024, d'après CB News, on a 60% d'augmentation sur les formules d'abonnement type Game Pass ou PSN. Alors il y a des facteurs autres que la croissance naturelle qui aident à ça, par exemple l'arrivée de Call of Duty Black Ops 6 dans le Game Pass Day One, forcément ça aide un petit peu, mais on a quand même une croissance constante depuis des années et des éditeurs et constructeurs qui continuent de pousser sur ce modèle. Bon, alors, si on repart de Ubisoft et de notre Assassin's Creed Shadows, pourquoi est-ce que c'est tout aussi bien pour Ubisoft de vendre un Assassin's Creed Shadows plein pot à 80€ sur PS5 qu'un abonnement de 17€ donnant accès au jeu complet? Les fans de la licence, en l'occurrence Assassin's Creed, ou les fidèles d'Ubisoft, auront soit déjà prévu d'acheter le jeu plein pot 80€, soit sont déjà abonnés à ces services afin de jouer à tous les jeux du studio. Donc offrir un accès complet au jeu via ces formules d'abonnement, c'est surtout un moyen pour ces éditeurs d'essayer d'attirer les intéressés non convaincus et d'aller capter des nouvelles sources de revenus. Par exemple, ceux qui n'ont jamais essayé la saga mais sont intrigués, ou ceux qui souhaitent tester le jeu parce que tout le monde en parle sur Twitter ou dans la cour de récré, ceux qui ne priorisaient pas cette sortie parce qu'ils ont d'autres attentes dans l'année et ne veulent pas acheter 25 jeux par an, ou encore tout simplement ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 80€ dans un jeu. Donc, c'est pas forcément dans la totalité, mais à minima dans la majorité des cas,
des joueurs et donc des revenus qui n'auraient probablement pas existé sans cette offre. Ce qui déclenche dans tous les cas une augmentation des revenus malgré un nombre de ventes moins important. Imaginez maintenant, vous êtes un peu intéressé par ce nouvel opus, Assassin's Creed Shadows, parce que vous avez jamais touché à la licence et que tout le monde en parle. Vous voulez pas prendre de risques, donc vous vous dites 17€ c'est ok, en un mois ça vaut le coup, je vais avoir le temps de rentabiliser et de faire le jeu complètement. Donc vous prenez un mois, vous avancez dans le jeu, vous accrochez bien, vous avez envie de continuer et au bout d'un mois, vous n'avez pas complètement terminé. Tout le monde ne peut pas forcément jouer 5 heures par jour. Donc vous vous dites, bon allez, je vais garder un deuxième mois, ça me fait quand même le jeu à 34€, c'est ok, c'est toujours rentable. Puis vous terminez le jeu, et ça vous a beaucoup plu. Vous dites, j'essaierai bien d'autres titres de la licence. Donc vous commencez à regarder un peu les autres titres, combien ça vous coûterait d'en acheter 3-4 pour tester un peu toutes les époques, et puis vous vous rendez compte que ça commence à faire un petit billet. Donc vous vous dites, pourquoi pas garder un mois de plus, et puis aller essayer un peu tous les opus, voir lesquels m'intéressent le plus, et puis les acheter à pas cher derrière. Et là, ça fait 3 mois que vous êtes abonné. Et vous commencez à rapporter un peu à Ubisoft. Pour exemple de comparaison, 3 mois d'abonnement à l'Ubisoft Plus, ça représente à peu près ce que gagne Ubisoft quand ils vendent un jeu complet 80€ sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store, étant donné qu'il y a les 30% qui sont pris par Sony, Microsoft ou Steam sur PC. Et si jamais vous n'accrochez pas du tout à Assassin's Creed, disons que vous le lancez, vous jouez 2-3 jours et puis non, il y a d'autres moyens pour essayer de vous faire rester. Et c'est là que c'est important pour un éditeur d'avoir un catalogue assez vaste pour essayer de trouver des jeux qui vont réussir à vous accrocher. Parce que vous avez payé un mois, vous avez joué 3 jours, et vous vous dites, j'ai quand même bien envie de le rentabiliser mon abonnement. Et là, le but de l'éditeur, c'est de réussir à vous accrocher. Soit avec une autre licence solo, qui va idéalement, comme on le disait avant, réussir à vous accrocher et que vous restiez pour jouer à plusieurs opus, soit avec une licence multijoueur, où là, vous allez passer potentiellement beaucoup de temps, voire même pratiquer des achats en microtransactions ou en DLC. Et si jamais, comme on se le disait, vous n'accrochez pas et que vous décidez de ne rien tester d'autre, pour l'éditeur, ça reste toujours un revenu certes faible, mais qui n'aurait probablement pas existé autrement. Et qui vaut la peine d'exister dans l'espoir d'arriver aux 2 situations précédentes également. Et oui, on va pas nier non plus ce qui apparaît assez fortement, les questionnements et les critiques des joueurs viennent effectivement quelque part. Oui, afficher 3 millions de joueurs, c'est beaucoup plus vendeur que d'afficher 2 millions de ventes. Il faut pas se le cacher, mais comme on l'a vu au-dessus, à mon humble avis, ça n'est ni un mal, ni un mensonge. En 2023, Microsoft déclarait que les abonnés Game Pass passent plus de temps à jouer et dépensent en moyenne 20% de plus que les non-abonnés dans des jeux hors catalogue, des DLC ou des microtransactions. L'industrie évolue, les services par abonnement arrivent partout, on en a déjà en musique, on en a déjà en cinéma, on est de plus en plus dans une économie de service et ça me semble normal de voir les stratégies, les communications, mais aussi les attentes s'adapter à ce type d'économie. Et en évoquant les attentes, justement, pour clore le sujet, je voulais divaguer un tout petit peu sur un sujet régulièrement adjacent à cette discussion, le sujet des « oui, mais c'est pas un succès parce que c'est pas des ventes ». Et au vu de la réflexion qu'on a eue ces dernières minutes, j'ai 2 points en tête pour répondre à ça. Premièrement, comme on le disait au-dessus, même si les joueurs n'ont pas encore ce raisonnement et cette habitude, les entreprises font pas ça au pif, et effectivement, si c'était catastrophique pour elles, persisterait pas à continuer ces formules d'abonnement. Attention, ça veut pas du tout dire que tous ces services d'abonnement sont rentables aujourd'hui, mais à minima que c'est une stratégie qui a été réfléchie, planifiée, approuvée, et lors de la conception d'un projet, les attentes autour du titre prennent forcément en compte tous les canaux de vente qui comportent des points positifs et négatifs. Donc nous dire que Ubisoft doit être dégoûté parce qu'un certain nombre de joueurs jouent à Assassin's Creed Shadows via Ubisoft Plus, c'est factuellement faux. Après, est-ce que le ratio achat-abonnement final correspond aux attentes ? À mon avis, c'est plutôt là que la question devient pertinente. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point. Bon, pour terminer cette petite vidéo, dernier point qui me semble logique, mais qui semble pas être assez souvent pris en compte sur internet, tout simplement, nous les joueurs, on est rarement en situation de pouvoir affirmer si une sortie est un échec ou un succès. Parfois les éditeurs le partagent, même si ça reste assez rare, mais le fait est que le concept de succès ou d'échec, il est quand même conditionné aux attentes de l'éditeur. Alors nous, on peut essayer de se faire une vague idée. Un jeu qui a beaucoup d'attentes de la part de l'éditeur va sûrement bénéficier d'une forte distribution
auprès des revendeurs. Alors vous pouvez en discuter avec vos revendeurs chez Micromania ou dans vos boutiques indépendantes pour savoir un peu quelles sont les attentes estimées en fonction du nombre de copies qu'ils s'apprêtent à recevoir. Vous pouvez discuter avec eux aussi de la hype qu'ils ressentent autour du titre via le nombre de précommandes qu'ils ont ou le nombre de personnes qui viennent leur en parler directement en boutique. Maintenant, il y a des jeux pour lesquels c'est pas si compliqué de se faire une idée. GTA 6 par exemple, on imagine bien que les attentes de Rockstar sont assez hautes. Mais au final, tout ça pour dire que si je pensais vendre 100 000 jeux et que j'en vends 2 millions, bah c'est un très grand succès. Si je pensais en vendre 100 millions et que j'en vends 50 millions, et bah c'est un gros échec. Alors là, je grossis un peu le trait, mais c'est pour bien faire comprendre le propos. Et ça, c'est quelque chose qui cause beaucoup de discorde sur les réseaux sociaux, parce que les échelles d'attente sont uniques à chaque jeu. Et un jeu qui est bon, salué par la critique et qui se vend bien, n'est pas forcément un succès pour l'éditeur. On va prendre Astrobot comme exemple, parce qu'on l'a beaucoup vu sur Twitter, notamment dans ce type de discussion. Nouvelle mascotte de Sony, qui pousse beaucoup pour le mettre en avant, excellent jeu, j'ai adoré, salué par les joueurs, salué par la critique, nommé GOTY en fin d'année dernière, et aux dernières nouvelles, en décembre je crois, 1,5 million d'exemplaires vendus. Aujourd'hui on doit plutôt être autour des 2 millions. Et bah, pour la nouvelle mascotte de PlayStation, on peut supposer que les attentes étaient un peu plus hautes. Ça veut pas dire que le jeu s'est mal vendu, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, mais ça veut dire que c'est probablement un échec compte tenu des attentes de PlayStation. Après, en mettant ça de côté, on peut raisonnablement penser qu'un jeu comme Astro est rentable, il est viable sur la durée et qu'il va continuer à se développer en termes de vente. D'ailleurs, on le voit en ce début d'année, il arrive dans des packages PS5 qui permettent de le vendre à moindre coût et de le propager un peu plus facilement auprès des nouveaux clients. Et c'est pas une critique ou un défaut, c'est plutôt un constat. Et j'ai pas les chiffres de PlayStation, donc je dis peut-être n'importe quoi. Mais le message à passer ici, c'est qu'il faut parfois essayer de prendre un peu le temps d'analyser les choses et les contextes avant d'affirmer des hypothèses parce qu'on aimerait bien qu'elles soient vraies. Voilà un peu tout ce qui m'est venu en voyant ces débats naître sur Twitter. Il y a d'autres sujets plus idéologiques qui remuent la toile et animent les communautés en conflit autour de ces jeux en ce moment, mais je préfère essayer de me concentrer sur quelque chose d'un peu plus rationnel et analytique ici. Cette vidéo, elle n'a pas la prétention d'incarner la vérité, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, et dans ce contexte, de se demander, est-ce que c'est si grave de parler de nombre de joueurs plutôt que de nombre de ventes? Pardon, je vous avais dit que j'avais prévu la boucle, donc j'ai quand même voulu la mettre. Avant de terminer, je voudrais prendre le temps de remercier chaleureusement Guyo qui a gentiment accepté de relire mon script pour cette première vidéo et d'y poser un peu son œil de professionnel. C'est toujours un peu rassurant de se dire qu'on va pas dire d'énormité parce que ça a été relu par quelqu'un qui connaît aussi son sujet. Donc merci beaucoup. Et j'ai pas écrit d'outro, donc ça va couper maintenant.